Voilà. Bienvenue à toutes et à tous pour ce, ma foi, premier rendez-vous des réunions de Bretagne Commerce International pardon, de l'année 2022. Toujours heureux de vous retrouver, de pouvoir vous aider dans vos activités à l'international. C'est un sujet, la déclaration d'échange de biens, effectivement important, et on l'a évoqué l'année dernière lors d'un précédent webinaire. C'est encore une nouveauté que l'on impose en quelque sorte aux entreprises. Donc, après donc, les modifications sur le commerce électronique en juillet, l'autoliquidation de la TVA à l'importation, donc qui rentre aussi en application à partir du 1er janvier. Et puis enfin, la DEB qui subit quelques modifications. Alors, vous dire en préambule que donc Bretagne Commerce International, à votre service depuis plus de 8 ans, bientôt 10. On célébrera d'ailleurs la 10e édition de l'Open de l'International, en juillet, en juillet, donc le 4 juillet. Le 4 juillet donc prochain. Et alors, juste un instant, je vous prie de m'excuser. Alors, Bretagne Commerce International a rénové son site internet pour vous rendre la consultation et la recherche d'informations plus faciles. Vous avez donc la page d'accueil sur laquelle vous retrouvez aisément dans toute l'actualité, que ce soit l'actualité agenda, l'actualité réglementaire, notamment depuis déjà presque une année. Vous avez toutes les nouveautés qui concernent donc le Brexit. Vous retrouvez également des informations telles que, par exemple, les dispositifs d'aide qui sont aussi réactualisés régulièrement. Donc, voilà, surtout n'hésitez pas à aller sur le site, consulter les différentes rubriques et puis aussi nous consulter si vraiment il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, une information que vous ne trouvez pas, eh bien vous consultez votre conseiller auprès de la CCI ou au siège, donc à Rennes. Voilà. Donc, à présent, je vais laisser la parole à Alexandre Savary, qui va donc vous présenter les nouveautés pour la déclaration d'échange de biens, les nouveautés qui seront appliquées à partir du mois de février prochain, puisque c'est pour les opérations qui interviennent à partir de ce mois-ci. Vous pouvez, comme d'habitude, poser vos questions et puis nous y répondrons je pense à la fin de la sauf si des questions sont vraiment qui s'attachent vraiment à un sujet tout de suite, mais sinon, on y répondra à la fin du webinaire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne réunion et puis je remercie d'ores et déjà Alexandre Savary pour son intervention. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Annie. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouvel atelier autour de la TVA et des obligations qui y sont liées. Alors aujourd'hui, on va parler, je vais juste me mettre sur la bonne slide, on va parler de la réforme de la déclaration d'échange de biens et on va commencer par essayer de faire un petit effort de vocabulaire. Maintenant, on va parler d'EMEBI, d'enquête statistique, d'une part, et d'état récapitulatif. Voilà. Alors, vous me verrez souvent fourcher, souvent parler de DEB, voire éventuellement d'intrastat. Donc, je remettrai un petit peu de contexte pour vous expliquer tout ça. On va parler de ce que cette réforme implique pour vous sur le terrain, d'un point de vue très pragmatique, d'un point de vue déclaratif. L'idée étant de vous rassurer surtout, parce que certes, il y a une modification, un changement, mais l'ADN de ces démarches reste peu ou prou le même. Fort heureusement, on a d'ailleurs une nouvelle circulaire qui vient de paraître. Vous verrez, il y a le lien en fin de présentation. Alors, la réforme qui entre en vigueur au 1er janvier 2022, mais concrètement pour vous au mois de février, c'est une réforme qui est liée à un travail de codification, c'est très juridique de dire ça comme ça, mais de compilation d'un certain nombre de textes européens parlant de statistiques. Alors des statistiques de manière très très large.
pas que les statistiques économiques pures. Mais on a un règlement de 2019 dit EBS pour European Business Statistics et son règlement d'exécution qui a suivi une bonne année après et qui précise un certain nombre de choses. Et au sein de ce règlement figure une partie liée à la statistique économique des flux de marchandises à l'intérieur de l'Union européenne. C'est un peu long à dire, mais c'est juste pour dire qu'on parle de livraison et d'acquisition intracommunautaire ou de transfert de biens. Voilà, des choses que vous pratiquez, a priori, si vous êtes là, tous les jours. Alors, je regarde rapidement le compteur pour vérifier que tout le monde soit arrivé, parce qu'on est très nombreux aujourd'hui. Je vois que le sujet passionne, on est plus de 200. Bien. Alors, tout le monde n'est pas arrivé, mais on va commencer. Ça continue à arriver, mais on va continuer, Alexandre. C'est les petits sons qu'on entend là, régulièrement. Mais voilà. Bon, c'est le jeu. Très bien. Alors, comme je disais, ce nouveau texte, vous n'allez pas vous en servir tous les jours. C'est juste intéressant de savoir que c'est quelque chose qui est un petit peu plus global, que ça ne concerne pas que la France, mais les deux gros axes, enfin les trois d'ailleurs. Un, c'est de compiler un certain nombre d'informations qui étaient dans des textes différents et de tout mettre ensemble. C'est toujours plus simple, on gagne en lisibilité. Le deuxième point, surtout, ça c'est quelque chose que vous avez déjà entreaperçu avec la réglementation RGPD, c'est la confidentialité des données. Il faut savoir que les données que vous donnez doivent rester normalement anonymes jusqu'à un certain niveau. Là, j'ai un grand sourire parce que voilà, vous me voyez arriver avec mon contrôle fiscal derrière, mais normalement, on est censé avoir une donnée qui reste le plus confidentielle possible et qui n'est utilisée qu'à des fins statistiques. Bon, je reviendrai là-dessus après. Mais c'est quelque chose qui a été remis en avant dans ce règlement, enfin dans ces règlements. Il y a un deuxième aspect qui est l'amélioration de la précision de ces informations. Je vous ai mis les articles pour ceux qui sont très très curieux et qui ont envie d'aller regarder le règlement. Bon, vous verrez que c'est rédigé de manière assez simple et toujours aussi incompréhensible, mais ça peut être une bonne base. Alors, le sujet sur lequel moi je vais insister un tout petit peu ici, c'est la confidentialité des données, l'article 11 du règlement EBS. Pourquoi j'insiste rapidement dessus? C'est parce que c'est celui qui nous impacte, nous, en France, le plus, parce qu'on était les seuls à avoir une seule déclaration, là où tous les autres États membres de l'Union européenne en ont deux depuis très longtemps. Il y a d'un côté une déclaration à but purement statistique qui s'appelle intrastat, statistique intracommunautaire, et de l'autre côté, une obligation déclarative, un autre type de déclaration qui s'appelle les états récapitulatifs et qui a un but purement fiscal. Et tout ça, ça transparaît juste dans la manière dont est structurée la déclaration. La partie intrastat focalise sur les codes nomenclature. Donc, on s'attache à savoir quel type de biens sont échangés au sein de l'Union européenne. Et après, on agrège un certain nombre d'informations comme leur valeur, les parties qui sont concernées, acheteurs, vendeurs, les pays qui sont concernés, les modes de transport, etc., etc., etc. Les choses que vous voyez transparaître dans la DEB. Mais l'important, c'est que le dénominateur principal, l'information principale, c'est le code nomenclature. L'état récapitulatif, lui, il a une vocation fiscale. Il ne s'intéresse pas particulièrement aux nomenclatures, c'est-à-dire la nature des produits, il s'intéresse aux personnes. C'est pour ça que le critère le plus important, c'est les numéros de TVA. J'ai envoyé pour X euros de marchandises à tel numéro de TVA, c'est-à-dire à tel client qui porte ce numéro de TVA dans tel pays. C'est ça qui est recherché comme information. Et nous, on avait ça, comme je disais tout à l'heure, regroupé au sein d'une seule déclaration, la déclaration d'échange de biens. Et avec ce nouveau règlement, on sonne un peu la fin de la récréation. L'idée, c'est de revenir à un meilleur respect de ces textes européens et de séparer la donnée purement statistique, qui, elle, doit rester confidentielle et ne devrait pas être utilisée par l'administration fiscale aux fins de faire des contrôles. Donc, on va avoir d'un côté, alors nous, on ne va pas appeler ça une déclaration intrastat, mais on reviendra ça sur la nouvelle dénomination que j'ai un peu de mal à intégrer toujours. Mais du coup, une déclaration statistique, une enquête statistique. Et d'un autre côté, on va avoir une déclaration
à but fiscal qui s'appellent des états récapitulatifs. Et ça, heureusement pour une fois, c'est le même terme que dans les autres États de l'Union européenne. Donc, pour conclure sur cette introduction, vous avez tous vu passer un email des douanes il y a quelque temps qui disait c'est la fin de la DEB. Alors oui, effectivement, la DEB disparaît en tant que telle, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. On a à la place 2 déclarations, une statistique, une fiscale. Bon, c'est ce que je viens de dire, hein, donc là, je retranscris les termes l'esprit de cette réforme. Une petite chose qui est importante de rappeler, parce que ça, c'est la première question que tout le monde me pose. Est-ce que c'est un nouveau site internet? Est-ce qu'il faut créer des nouveaux accès? Non, ça se fait via le portail DEB que vous connaissez aujourd'hui. C'est juste qu'au lieu d'avoir une seule page qui était la DEB, vous aurez accès, si vous êtes concerné par les 2 déclarations, on reviendra là-dessus, si vous êtes concerné par les 2 déclarations, vous aurez accès à 2 pages. C'est la seule différence. On va détailler un petit peu les modalités opérationnelles, comment concrètement ça va se passer. Un petit peu de vocabulaire pour ceux qui ont que j'ai eu la chance de déjà voir soit en formation, soit dans d'autres ateliers. C'est un rappel que je fais régulièrement, mais de vocabulaire, parce que j'ai le défaut de mes qualités, et mes qualités, c'est d'être un bon fiscaliste. Le défaut, c'est de parler comme un fiscaliste. Donc du coup, je mets un petit lexique sur les termes que je vais utiliser, juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Les introductions, et les expéditions. Je parle de mouvement. Hein. Vous m'entendrez assez rarement, là, aujourd'hui, parler d'acquisition intracommunautaire ou de transfert, de choses comme ça. J'ai précisé ce que c'était, mais on va rester sur un vocabulaire assez simple aujourd'hui d'introduction, c'est ce qui rentre en France, et d'expédition, c'est ce qui sort de France. Savoir si c'est des acquisitions, des transferts de stock, on ne rentrera pas dans ce détail-là aujourd'hui, mais si vous m'entendez utiliser ces termes-là, vous aurez la définition qui va bien avec la présentation. Petite parenthèse, le support, évidemment, sera mis à votre disposition. Normalement, vous n'avez pas spécialement besoin de prendre trop de notes, mais question qui revient systématiquement, oui, vous aurez le support juste après. Très bien. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a désormais 2 déclarations. On va se concentrer sur la première, qui est la déclaration, alors que moi je vais appeler intrastat. C'est très très mal, parce que c'est pas comme ça que ça s'appelle en France, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans tous les autres pays de l'Union européenne. Donc j'ai toujours du mal à me familiariser avec nos spécificités françaises, mais il va bien falloir le faire. On parle jusqu'ici d'enquête statistique, et l'administration fiscale et l'administration des douanes se sont dit que enquête statistique, ça sonnait pas bien, donc ils nous ont sorti un magnifique acronyme, l'EMEBI, donc l'enquête mensuelle statistique sur les échanges de biens intracommunautaires. Voilà, donc EMEBI, on essaiera de retenir. Quel est son champ d'application? Alors, première chose qui change de manière... premier choc culturel, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui est déclarant comme moi, il n'y a plus de seuil. La disparition des seuils de 460 000 € par an que vous connaissiez, ces seuils disparaissent. C'est assez atypique parce que la France va devenir le seul État membre de l'Union européenne où il n'y a pas de seuil. C'est donc l'administration, alors a priori des douanes, puisque c'est elle qui est en charge de collecter ces informations-là et de les gérer d'un point de vue statistique. C'est l'administration des douanes qui fixera la liste de l'échantillon, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, l'échantillon de sociétés ou de personnes qui sont redevables de cette déclaration. On va perdre un petit peu en lisibilité parce que ça empêche d'anticiper une obligation. D'un autre côté, c'est un peu plus simple, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de suivre le franchissement ou pas d'un seuil, une année ou l'autre. En revanche, ça peut aboutir à des situations où on est redevable de cette déclaration alors qu'on a arrêté un certain nombre d'opérations intracommunautaires et qu'en gros, on doit déposer des déclarations à néant, ça sera comme ça. Donc, ce sont les douanes qui vont déterminer chaque année et même en cours d'année un échantillon de sociétés représentatives. Donc, vous avez tous dû recevoir, alors tous ou presque, vous avez dû recevoir un courrier, un avis de la part de l'administration des douanes, une lettre avis, au cours du mois de décembre 2021.
Alors, on a déjà eu, nous, quelques échos de contacts selon lesquels le courrier aurait été perdu, serait parti à la poubelle ou il est retrouvé un mois après. Ça y est, on a deux, trois exemples. Donc, j'espère que vous avez reçu ce document-là. Si vous avez le moindre doute, sachez que le concept là pour cette première vague, cette première année de déclaration, c'est que si vous étiez assujetti à la DEB en 2021, normalement, vous êtes plus ou moins automatiquement considéré comme redevable de l'enquête statistique, donc l'EMEBI, en 2022. C'est le postulat de départ. Après, chaque situation va être particulière. Donc, si vous n'avez pas reçu ce courrier, cette lettre avis sur votre bureau, n'hésitez pas à faire un tour auprès de vos collègues pour voir s'il n'y aurait pas un document des douanes qui traînerait, une lettre des douanes qui traînerait sur un bureau, juste pour être sûr. Excusez-moi, Alexandre, parce que je vais être Je vous en sûre prie. de bien comprendre. Ce que vous dites là, un échantillon par l'administration des douanes, ça Oui. signifie que si, à l'admettant effectivement, après toutes les vérifications sur les différentes adresses mail, boîte mail, on n'a pas eu de courrier, ça voudrait dire qu'on n'est pas obligé de faire une déclaration statistique. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, pour l'instant, nous, on a des retours qui vont plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire des sociétés qui nous disent c'est bizarre, je ne sais pas ce que je dois faire, j'ai rien reçu, et qui, bon, quand on creuse un tout petit peu, finalement, sont quand même assujettis. Vous verrez qu'il y a le lien, si vous avez le moindre doute, hein, à la fin de cette présentation, il y a le lien vers le portail Prodeb et il y a le lien vers la circulaire qui vous donne les coordonnées des services des douanes compétents pour récupérer ces informations. Donc, si vous avez vraiment un doute, n'hésitez pas à les solliciter. Alors, le délai de réponse risque d'être assez long parce qu'en ce moment, ils sont submergés de questions. Et voilà, moi, je suis en attente d'au moins une réponse sur un de nos clients qui a été sélectionné pour faire partie de l'échantillon représentatif, mais qui a cessé toute activité d'acquisition ou de livraison intracommunautaire l'année dernière. Donc voilà, le genre de situation où on demande une exemption de cette obligation déclarative, puisque je pense que ça ne présente pas un grand intérêt pour la statistique européenne de déposer des déclarations à néant. Donc, si on a fait des déclarations en 2021, si on n'a pas reçu le courrier de la douane, on continue avec le nouveau système. C'est mieux. Alors, vérifiez sur le site Prodeb, mais qui va vous donner accès à l'EMEBI. Vérifiez que vous ayez accès ou pas. Pour l'instant, comme moi, je n'y ai pas accédé à titre personnel, je ne suis pas capable de vous dire, tiens, tous les accès sont ouverts et vous pouvez déposer de manière spontanée. Normalement, le principe, c'est que vous ne pourriez avoir accès, vous devriez pouvoir avoir accès à cette page d'enquête statistique d'EMEBI que si vous avez été contacté par lettre avis par les douanes. Mais bon, encore une fois, à vérifier en pratique, parce qu'il y a peut-être des subtilités ou des petits bugs qui pour l'instant nous échappent parce qu'on n'a pas encore eu l'honneur et le privilège de pratiquer cette nouvelle déclaration. J'espère avoir répondu à la question du coup, Annie. On va passer à la suite du coup. Alors, les modalités déclaratives. Ça se fait en ligne uniquement, via le site que vous connaissez déjà, ProDouane. La périodicité ne change pas, elle est toujours mensuelle. Et le délai ne change pas, c'est toujours le 10e jour ouvrable qui suit le mois de référence. Donc au titre du mois de janvier, de mémoire, ça devrait être le 14 février, si je ne dis pas de bêtises, ou dans ces eaux-là. De toute façon, il y a un calendrier qui est publié dans la circulaire à laquelle je n'arrête pas de faire référence, mais vous aurez compris que c'est un peu la source principale d'information pour cette réforme. Alors, un point qui est précisé, mais c'était déjà le cas avant aussi, c'est pas un grand changement, c'est que vous devrez déposer une déclaration quand bien même vous n'avez pas, au titre d'un mois en particulier, réalisé d'introduction ou d'expédition. C'est pas parce qu'il n'y a rien à déclarer que vous ne devez pas déposer une déclaration à néant. Donc, vous conserverez cette obligation déclarative de manière systématique. Bon, jusque-là, ça, c'est les points vraiment rassurants parce que c'est ce qui ne change pas. Et ça veut dire qu'au quotidien, voilà, ça ne va pas bouleverser vos habitudes.
En revanche, un certain nombre de choses quand même évoluent. Les opérations qui sont reprises dans cette enquête statistique. À l'introduction, c'est déjà les mêmes opérations que celles que vous déclariez dans votre déclaration d'échange de biens. Donc tout ce qui est en régime 11 et 19. Alors je ne reviens pas dans le détail sur les régimes, mais si vous avez la moindre question, on peut regarder. Mais l'idée, c'est surtout de vous dire, à l'introduction, vraiment, pas de changement. En revanche, à l'expédition, attention, puisqu'il n'y a qu'une partie des opérations que vous mettiez dans la DEB qui sera à reporter, enfin qui entrera dans le champ de l'enquête statistique. C'est les opérations les plus classiques, les opérations de régime 21 et 29. On va revenir un tout petit peu en détail, mais ça veut dire que du coup, tout ce qui est régime 10 et 20, c'est-à-dire les stocks en consignation déportés. Tout ce qui est régime 25 et 26, donc les fameuses régularisations. C'est pour ceux qui ont fait des formations DEB avec moi, c'était la partie où on s'amuse le plus. Enfin, la partie, les régimes 31, qui là sont quelque chose qu'on utilise quand même souvent, les triangulaires simplifiés. Donc là, vous aurez effectivement, sur la partie expédition, un peu de travail, de tri à faire pour bien vérifier quelles opérations entrent dans cette enquête statistique et lesquelles n'entrent pas dans l'enquête statistique. Alors, une fois qu'on a un peu dégrossi le sujet et clarifié de quoi on parle exactement en termes de transactions, l'autre grande nouveauté, c'est l'indication du pays d'origine, attention, d'origine douanière, qui doit désormais figurer dans la partie expédition. Ça n'était pas le cas avant. Cette information n'était obligatoire que pour la partie introduction. Donc maintenant, il y a une amélioration du niveau d'information, de la qualité de l'information. Hein. C'était un des objectifs fixés par le règlement dont je parlais tout à l'heure. En tant que tel, c'est juste une information, c'est une colonne de plus. Où est le mal? Eh bien, j'ai pu discuter, mes collègues aussi ont pu discuter avec pas mal de sociétés qui nous ont dit que c'est pas si simple que ça d'avoir une information fiable à ce niveau-là, surtout quand on est acheteur-revendeur, qu'il n'y a pas vraiment de transformation des produits, parce que ça veut dire que vous allez, dès la phase d'achat, devoir mettre un peu la pression sur vos fournisseurs pour avoir l'information de l'origine douanière des produits dont vous allez déclarer l'expédition dans d'autres pays de l'Union européenne après. Donc ça veut dire que si vous importez, bon, a priori, l'origine, vous êtes censé pouvoir la connaître et la vérifier, puisque quand on importe, ça va avoir un vrai impact sur les droits de douane, et notamment tout ce qui est origine préférentielle. En revanche, quand vous achetez dans l'Union européenne ou même en France, pour peu que votre fournisseur ne soit pas le fabricant, eh bien, ça veut dire que vous perdez en traçabilité sur l'origine douanière des produits que vous allez ensuite devoir déclarer dans l'enquête statistique dans un flux de sortie, expédition. Alors, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, on parle de... l'origine douanière, c'est quelque chose de différent de le pays d'expédition de la marchandise quand vous allez faire rentrer de la marchandise en France. Je vais illustrer, ça sera peut-être plus clair. Vous avez un fournisseur allemand qui vous envoie de la marchandise depuis l'Allemagne, vous allez la réceptionner en France et ensuite vous allez vous-même la revendre à un client espagnol. Quand vous revendez au client espagnol, vous faites une expédition, une livraison intracommunautaire. C'est bien du régime 21. Ça doit donc bien figurer dans l'enquête statistique. Et là, vous allez devoir indiquer quelle est l'origine douanière du produit en question. Le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de vous dire, c'est quelque chose que j'ai acheté à un Allemand et ça vient d'Allemagne. Ça, c'est le pays de provenance. C'est le pays depuis lequel on vous l'a envoyé. Ça va vous aider à faire une déclaration, une enquête statistique à l'introduction en régime 11. Ça, oui, pas de problème. En revanche, ça ne vous confirmera pas quelle est l'origine douanière. Parce que les produits en question, même s'ils vous ont été expédiés depuis l'Allemagne, peut-être qu'ils ont une origine turque ou américaine ou chinoise ou tout simplement, je ne sais pas, juste à côté, qu'est-ce qu'on peut prendre
ou même française, pourquoi pas. Peu de chance, mais pourquoi pas. L'origine douanière, c'est là, enfin je vous ai mis la définition juste après pour que vous puissiez avoir un peu de recul. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà ce concept-là, mais c'est l'endroit dans lequel, enfin le pays dans lequel la marchandise a obtenu sa forme telle que vous la commercialisez, hein, d'une certaine manière. Vous avez raison, ouais, vous avez raison, Alexandre, c'est un sujet qui peut être très simple, mais qui peut être aussi très complexe. Et effectivement, il y a les deux notions d'origine, l'origine douanière de droit commun et l'origine préférentielle. Et du coup, dans certains cas, ça pose véritablement question. Donc, ça fait aussi l'objet de discussions que nous avons, nous, avec les entreprises et c'est un point qui est abordé très souvent dans les diagnostics que nous proposons, que nous développons avec les entreprises. Donc, c'est un point vous avez raison, Alexandre, de vigilance qu'il faut, à cette occasion, justement, de la nouvelle DEB, peut-être faudra-t-il refaire un point et voilà, nous sommes à votre disposition, mes collègues homologues en Bretagne et moi-même, pour clarifier ce point si nécessaire. Merci. Merci. Oui, on s'aperçoit que c'est une notion qu'on comprend assez facilement, hein. C'est très proche du made in, hein. Souvent, on fait un raccourci comme ça, c'est pas tout à fait vrai quand même, parce que la réglementation douanière est un brin plus précise. Mais l'idée, c'est plus de se dire, j'ai une information à mettre en plus dans cette enquête statistique. La question, c'est où est-ce que je vais trouver cette information et quelle est la fiabilité de l'information que je trouve. Sur la fiabilité, on a un vrai sujet. J'ai plusieurs clients qui m'ont également dit que leurs fournisseurs refusent de leur confirmer l'origine de la marchandise. C'est des refus que l'on voit dans le textile, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine, mais des fois on essaye d'éviter de trop parler de l'origine de la marchandise. Je pense que ça peut toucher plein de secteurs différents, hein, je veux stigmatiser personne, mais effectivement, c'est pas une information qui est toujours simple à récupérer. Donc n'hésitez pas à sensibiliser vos collègues en interne, notamment ceux qui ont la responsabilité de la fonction achat, puisque si vous ne transformez pas, l'origine sera la même au moment où vous vendez que au moment où votre fournisseur vous a facturé. C'est la même marchandise, elle a forcément la même origine. Donc, si vous mettez ça sur la table dès la phase achat, ça peut permettre de débloquer un certain nombre de situations. Donc ça, c'est une information supplémentaire. Elle n'est pas révolutionnaire, mais parfois un petit peu plus compliquée à récupérer. Donc, un point d'anticipation à intégrer. Un autre point qui est là plus aisé, c'est l'indication du numéro de TVA du client pour toutes les expéditions. Jusqu'ici, c'était limité au régime 21. Maintenant, c'est toutes les expéditions, y compris celles qui sont en régime 29. Donc, je ne reviens pas sur le détail des régimes parce que sinon, là, par contre, ça va être très long. Il n'y a qu'une exception, c'est les ventes à des non assujettis, c'est-à-dire les ventes à distance. Donc, si vous êtes concerné par cette activité de vente à distance, ne cherchez pas absolument à indiquer un numéro de TVA client pour vos expéditions à des particuliers. C'est des particuliers, ils n'ont pas de numéro de TVA, donc voilà, là, il y a un peu de logique quand même qui est respectée. On ne vous demande pas de créer un numéro de TVA pour vos clients particuliers. Ça fait partie des exceptions où vous n'aurez pas de numéro de TVA client à renseigner. Ok, donc ça, en général, enfin, d'après les premiers échanges avec des clients ou des confrères, c'est pas un point qui pose de problème particulier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler, parce que ça demande, par contre, d'avoir une base client qui est bien renseignée, propre. Mais bon, vu que normalement, ça concerne quand même beaucoup d'opérations, enfin, en tout cas, les régimes 29, ça peut concerner aussi des opérations où vous avez déjà déclaré quelque chose en 21. Il y a des chances que vous ayez une base qui soit propre. Alors, là où il y a vraiment des changements plus nombreux et qui vont demander une sorte de diagnostic, en tout cas de revue de vos flux, c'est les natures. Alors, les régimes ne changent pas, hein. Tous les codes régimes restent inchangés. En revanche,
pour la nature, on a une refonte des natures d'opérations. Je vous ai indiqué en bleu, j'espère que ça se voit bien sur vos écrans, je vous ai indiqué en bleu les changements qui ont été opérés. Et comme vous le voyez, ça concerne quand même pas mal d'opérations. Alors, la plupart du temps, c'est une renumérotation. Parfois, c'est une création, comme le code 12, par exemple, c'est une création. En revanche, le régime 31 et je crois le 33 existait déjà, mais c'était 13, 14 ou 15, hein, je ne les ai plus trop en tête, mais voilà, ils existaient déjà pour certains. Bon, ça, c'est pas forcément très utile de tous les relire. Ce qui est important, c'est que vous ayez cette information qui vous dit, tiens, ça c'est nouveau et ça doit attirer votre attention. Soit, alors, le point de départ hein, dans votre démarche d'audit en interne, c'est de reprendre les dernières DEB que vous avez déposées et de regarder les natures que vous avez utilisées. Si vous voyez qu'une des natures que vous utilisiez n'existe plus ou est remplacée par quelque chose qui n'a rien à voir avec votre activité, c'est que là, vous avez un changement à opérer. Hein. De la même manière que, en regardant cette liste, si vous voyez des opérations que vous réalisez et jusque-là, vous ne vous posiez pas la question de les, comment dire, de les identifier de manière séparée, c'est que vous avez également un changement à opérer dans votre manière de déclarer vos mouvements dans cette enquête statistique. Alors, d'expérience, pour l'instant, les sujets les plus importants, c'est le 12, les ventes à des particuliers. Ça, effectivement, si vous êtes concerné par des ventes à distance à des particuliers, là, vous avez quelque chose à faire. Ça peut concerner pas mal de monde. Les mouvements vers et depuis un entrepôt, le régime 31, la nature 31, pardon. Ça aussi, ça peut vous intéresser, parce que là, c'est les stocks les stocks de vos propres marchandises que vous allez déplacer d'un pays à l'autre. Alors, le leasing financier, ça existait déjà. Le 34, ça existait déjà aussi. Alors, ce qui évolue un petit peu plus, c'est tout ce qui est opération en vue d'un travail à façon, c'est-à-dire que là, les 41, 42, et opération ensuite de travail à façon. Là, on a des nouveaux numéros. Ça, par contre, ça peut vous concerner peut-être plus souvent, un plus grand nombre d'entre vous. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors la grande nouveauté, c'est le 71 et 72. Ce qu'on appelle les quasi-importations ou les quasi-exportations. Alors, je ne vous cache pas que quand on a vu sortir ces natures-là, on s'est un peu demandé ce que c'était. Mais pour faire très simple et très synthétique, la quasi-importation, c'est quand vous utilisez un régime douanier 42 ou 63 et que vous n'êtes pas établi dans l'État membre d'importation. Je vais prendre un exemple. Vous êtes français, a priori, et vous passez par le port de Rotterdam pour faire des importations. Et sur place, à Rotterdam, vous décidez d'utiliser les services d'un représentant en douane temporaire et d'utiliser le régime 42. Pour ceux qui ne connaissent pas le régime 42, c'est le principe d'éviter de payer de la TVA à l'import parce que la marchandise est destinée à repartir tout de suite du pays d'importation vers un autre pays de l'Union européenne. Donc là, si vous faites rentrer de la marchandise avec une importation, une mise à la consommation aux Pays-Bas, et que vous décidez d'utiliser ce fameux régime 42, c'est-à-dire de ne pas payer de TVA à l'importation, et que vos biens sont transférés tout de suite vers la France, sans transformation, sans stockage, sans rien, à l'arrivée en France, ça va constituer une acquisition intracommunautaire, puisqu'effectivement, vous faites rentrer une marchandise depuis un autre pays de l'Union européenne, les Pays-Bas, vers la France. Et là, il faudrait pouvoir identifier que vous avez utilisé un régime douanier de faveur, un régime 42 ou 63, et du coup, il faut arriver à le tracer en déclarant l'entrée de cette marchandise sous une nature 71. Alors, ça c'est qu'un avis personnel. C'est formidable de vouloir tracer les choses de manière aussi
précise et pointue. Je doute que tous les opérateurs soient prêts et suffisamment équipés en termes de système d'information ou de connaissance de l'enquête statistique, voire même de leur flux. Je pense à ceux qui sont en comptabilité et qui reçoivent de l'information, mais qui ne sont pas toujours à l'origine de cette information. Ça ne va pas forcément être facile à retracer. Donc, l'idée derrière mon propos, là, c'est de vous inciter à bien discuter en interne et de vérifier que ce qui serait importé dans un autre État membre ou exporté dans un autre État membre, de bien vérifier d'où ça part, où ça arrive, et de refaire les flux pour savoir si vous seriez concerné par ces codes nature 71 et 72. Alors j'insiste un tout petit peu dessus, mais c'est parce que c'est là où j'ai reçu le plus de questions pour l'instant. Même si... Excusez-moi, Oui, Alexandre. Annie. Les codes nature, pour être sûr, les codes nature là qu'on a sous les yeux, ils sont applicables aussi bien en intro qu'en expé. Oui, tout à fait. D'accord. J'ai une question là. Il n'y a plus de régime 19. Si, il y a toujours un régime 19. Il concerne l'introduction. Le régime 19. Alors, les régimes sont inchangés. D'accord, on est d'accord. Les régimes ne sont pas impactés par cette réforme. Là, je parle uniquement de la nature de l'opération, qui sont deux informations bien distinctes. Oui, je vous confirme que tout ce qui est régime 19 continue à exister. Il n'y a pas de doute là-dessus. Merci. Je vous en prie. Oui, sachant que, entre parenthèses, le régime 19, c'est un régime d'expédition. Or, les natures, elles, peuvent servir à la fois à l'introduction ou à l'expédition. C'est ce qui est précisé, là, si vous regardez le 71. Alors, je ne peux pas cliquer parce que sinon ça fait sauter la page, mais si vous voyez ma souris, j'ai bien rappelé, alors c'est pas que moi, moi j'ai essayé de synthétiser un peu la formulation, mais j'ai rien inventé, c'est bien valable à l'introduction ou à l'expédition. C'est important de le rappeler. Ok. Alors, les natures évoluent, ça par contre, d'un point de vue concret, que faire maintenant? L'idée, c'est de ne pas rester les bras croisés, évidemment, c'est de vérifier ce que vous avez fait dans le passé pour voir si vous avez des natures qui ont évolué. Si c'est le cas, il y a peut-être un peu de paramétrage à faire, en vérifiant au passage qu'on soit bien dans les clous et qu'on n'utilise pas un code nature au lieu d'un autre. Ça arrive régulièrement, c'est pas forcément dramatique, mais bon, quand même. Le vrai sujet, c'est de regarder les nouveautés 71, 72 notamment, et puis cette partie 30 qui peut également être nouvelle pour vous. Ok. Là, je vois pas les questions, donc on reviendra peut-être dessus s'il y en a après. Alors, oui, si peut-être quand même finalement, je ne savais pas trop comment faire. Il y a une question effectivement tout de suite là. Comment le code 72 s'illustre-t-il dans la pratique? S'agit-il de vente en négoce, par exemple? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce dont on parle quand on parle de vente en négoce. Mais les de l'achat-revente, j'imagine sans transformation, quoi, de l'achat-revente. Ça peut, mais pas que, en fait. Pour vous donner une illustration, je vais reprendre mon exemple, mais je vais changer de pays pour que ce soit plus... Voilà. On va décider d'exporter via Anvers. Vous êtes français, votre stock est en France, mais vous décidez d'être exportateur via Anvers pour X raisons logistiques ou autres. Vous allez prendre votre marchandise, vous allez la transporter de la France vers la Belgique. Où votre marchandise va être transbordée à bord d'un bateau, d'un avion. On va plutôt prendre un bateau si on va du côté d'Anvers. Et c'est à ce moment-là que va être réalisée la déclaration d'exportation. Dans ce cas-là, normalement, vous déclarez un transfert de votre propre marchandise de la France vers la Belgique. Et en Belgique, vous déclarez une exportation. Ça sous-entend que vous soyez a priori immatriculé à la TVA en Belgique également pour pouvoir y déclarer des exportations. C'est pour ça que le 72 est quand même limité dans son champ d'utilisation. Mais quand vous allez déclarer le mouvement physique, le transport de la France vers la Belgique, vous devrez déclarer une
livraison intracommunautaire assimilée dans votre déclaration de TVA, mais également une livraison intracommunautaire assimilée dans votre enquête statistique. Donc là, on aura un régime 19 et une nature 72. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. D'accord? Alors, je vous avouerai que je ne suis pas forcément super à l'aise avec ces deux natures-là, parce que c'est nouveau, que ce n'est pas des flux que l'on rencontre tous les jours, et que pour l'instant, les commentaires qui ont été faits par l'administration des douanes sont assez succincts. Ça manque un petit peu d'exemples. Donc, je pense que ça mérite à terme d'être un peu creusé et de faire l'objet de plus de commentaires de la part des douanes, parce que bon, je sais pas, nous on a à peu près, on fait à peu près 600 déclarations par mois, et je crois qu'on n'a aucun de nos clients qui est concerné là, à court terme en tout cas, sans avoir creusé plus en détail, aucun de nos clients n'est concerné par ce code 72. Donc effectivement, ça va demander de creuser un peu. Après, sur ce que vous évoquiez du négoce, si effectivement vous faites sortir votre marchandise de France pour avoir une déclaration d'exportation qui est déposée dans un autre pays pour X raison, vous serez concerné par la nature 72. Sinon, non. Il y a un cas sur lequel, par exemple, je n'ai pas de réponse. C'est le cas où vous déposez votre déclaration d'exportation auprès des douanes françaises, mais le bon à enlever, la main levée, est réalisé dans un autre pays de l'Union européenne. Par exemple, vous chargez un camion chez vous en France et vous décidez que l'exportation, la main levée sera déposée auprès des douanes de Rotterdam aux Pays-Bas. Hein, ça, c'est possible. Hein. Vous introduisez votre déclaration d'exportation via le site des douanes françaises. Mais par contre, ce ne sont pas les douanes françaises qui vont valider la déclaration d'exportation, c'est les douanes néerlandaises dans l'exemple que j'ai pris. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à déclarer dans l'enquête statistique? À mon sens, non, puisque c'est considéré comme une exportation déjà en France, donc ça n'a rien à faire dans l'enquête statistique. Pour moi, ça ne devrait pas, le Nature 72 ne devrait pas couvrir ce genre de cas où on découpe la procédure d'exportation entre deux pays. Ok. Annie, y a-t-il d'autres questions? Pardon. Je J'ai un doute. Pour un envoi gratuit, Oui. j'ai un doute tout d'un coup. C'est les échantillons gratuits ou les envois. Alors, ça dépend ce qu'on appelle envoi gratuit. Si c'est le retour d'une marchandise ou si c'est un échantillon. Les échantillons, ils ne sont pas concernés par la DEB. Non, normalement, ils ne sont pas concernés. Alors, il y a des conditions, mais ils ne sont pas concernés. Et ça va rester inchangé, cette Ouais. partie-là. Parce que les envois gratuits, je ne sais pas ce que la personne sous-entend par envoi gratuit. Voilà. Est-ce que c'est un retour d'une pièce qui n'est pas facturée ou je ne sais pas. Normalement, on aura. Si par exemple j'envoie une machine à titre gratuit et vraiment que c'est une donation, c'est-à-dire qui ne doit pas arriver tous les jours, effectivement, on a une nature qui est adaptée. Après, ça sera, si c'est une expédition, ça sera en régime 19 et nature, a priori 34. Là, l'envoi gratuit, c'est une compensation financière en produit. Ben, à mon avis, c'est un peu… Compensation financière. Alors, ça sera intéressant de creuser. Est-ce que ça sous-entend que j'envoie quelque chose et je ne suis pas payé avec un virement bancaire ou un chèque, voilà, mais on compense avec autre chose, Ouais. une compensation financière, c'est-à-dire une convention de netting ou quelque chose comme ça. Auquel cas, ça reste une opération standard. Hein. La notion, alors là, on va rentrer dans une notion purement fiscale, mais si moi, je livre un bien en France ou vers un autre pays et que j'ai quelque chose en contrepartie, quelle que soit la forme de cette contrepartie,
ça reste une vente, ça reste un achat-vente ferme, à la rigueur. Donc, si on revient à la notion alors qui concerne surtout les exportations, c'est-à-dire les envois vers les pays tiers, il n'y a pas de valeur commerciale, mais il y a une valeur douanière. En fait, c'est le cas sur un lot, par exemple, du vivant, on en envoie 100, à l'arrivée, il y a de la mortalité, donc on compense, on ne va pas faire de réduction sur la prochaine livraison, mais on va compenser par envoyer d'autres animaux, des poussins par exemple. Enfin, donc on compense par un envoi supplémentaire de marchandises. Mais À voir plus en détail. Honnêtement, ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on évoque directement ensemble avec la personne qui a soulevé la question. Parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre de quoi on parle précisément. Et ouais, pour le coup, d'accord. Écoutez, on le verra effectivement, ou peut-être carrément pas. Parce que j'ai une remarque, je trouve dommage qu'on réponde déjà aux questions individuelles. j'ai vu passer. Ça peut quand même concerner plusieurs d'entre vous. Donc mais on s'arrêtera là effectivement. Merci. C'est surtout, je ne voudrais pas commettre d'impair, parce que chaque situation particulière demande une revue un petit peu détaillée pour juste que j'évite de dire des énormités Oui, qui seraient liées à un problème de compréhension tout à de ce fait. qui se passe. Non, il faut être très précis, vous avez raison. Oui, puis comme je disais tout à l'heure, j'ai les défauts de mes qualités et je suis très très pointilleux sur le vocabulaire fiscal. Donc, bon, c'est quelque chose qu'on peut évoquer directement avec la personne concernée. Merci Alexandre. Avec plaisir. Donc, bon, les natures, honnêtement, dans l'écrasante majorité des cas, vous ne devriez pas avoir trop de changements, mais regardez quand même de près cette liste pour vérifier si ça vous concerne ou pas. Ok, les sanctions. C'est là que pour une fois, les nouvelles sont plutôt positives. On sort du régime des sanctions douanières, qui, je le rappelle, sont des sanctions pénales. Pour ceux qui ont déjà expérimenté d'être en retard dans le dépôt de leur DEB et d'être convoqués par les douanes, et du coup de subir une garde à vue, puisque c'est une garde à vue quand vous êtes convoqué. Enfin, en tout cas, je l'ai déjà fait pour un client. Je peux vous avouer que c'était pas très drôle. Hein. C'était 5 heures de bonheur intense à se faire la morale, sans pouvoir sortir de la pièce, sans pouvoir manger et vaguement avec une petite bouteille d'eau. On sort du régime de sanctions pénales. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça change quand même beaucoup de choses, parce qu'on va basculer dans une procédure administrative qui est un peu plus légère. Et les amendes changent, notamment le retard ou, petite faute de frappe, défaut de déclaration. L'amende passe de 75 à 150 euros, alors au bon vouloir de l'administration des douanes qui continue à imposer ces sanctions. Mais je rappelle qu'avant, le retard ou défaut, c'était 750 euros d'amende par déclaration, qui pouvait être porté à 1500 euros par déclaration en cas de non-dépôt sous 30 jours d'une mise en demeure. Donc ça pouvait monter vite, hein, sachant qu'on parle quand on dit par déclaration, une DEB expédition n'est pas la même chose qu'une DEB introduction. Donc au titre du même mois, vous pouviez avoir 2 fois 750 euros d'amende parce que une DEB expédition, 750 euros, et une DEB introduction, 750 euros. Là, ça se réduit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et on peut avoir jusqu'à 1500 euros par déclaration en cas de récidive. Là encore, c'est laissé à l'appréciation de l'administration des douanes, et évidemment, on n'a aucun recul sur la manière dont ça va être appliqué, puisque pour l'instant, ça n'a pas été appliqué. S'il y a des omissions ou inexactitudes dans une enquête statistique, dans la DEB, c'était 15 euros d'amende par omission ou par inexactitude et par ligne. Ça veut dire qu'on pouvait cumuler un nombre d'amendes à 15 euros assez important dans la limite de 1500 euros par déclaration. Là, on a juste la précision qu'on aura, si l'administration des douanes constate des omissions ou des inexactitudes, la notification d'un constat de non-réponse et une amende possible. En revanche, quel type d'amende pour l'instant, alors nous on est en train de creuser un tout petit peu ce point-là, mais j'ai pas de réponse ferme, en tout cas sûre, à vous donner.
Donc, je préférerais éviter d'écrire des grosses bêtises parce que normalement, il y a des grilles d'amende qui sont déjà prévues pour ce genre de choses. La question, c'est laquelle s'applique exactement. Ok, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle au chapitre des sanctions. Alors là, j'ai développé toutes les nouveautés qui concernent la fameuse enquête statistique, MEB. On va parler de l'état récapitulatif. Comme je vous disais tout à l'heure, avant, tout était fusionné au sein de la DEB. Maintenant, on sépare la partie statistique, dont on vient de parler. Et là, on va se concentrer sur la partie fiscale. Alors, la partie fiscale ne concerne, alors on l'appelle les états récapitulatifs, c'est ce que je disais, c'est le même vocabulaire dans toute l'Union européenne. Ça n'est valable, en tout cas, ça n'est dû que pour les livraisons intracommunautaires, pas pour les introductions. Il n'y a pas de seuil. Donc ça, bon, vous étiez déjà habitué puisque la DEB était due dès le 1er euro. Donc ça reste le même esprit. On doit déposer cet état récapitulatif dès lors que l'on a des expéditions. Et ça correspond aux opérations qui sont soumises au régime suivant. Hein, je vous ai parlé des régimes tout à l'heure. Là, je le détaille un tout petit peu. Régime 21, régime 10 et 20, régime 25 et 26 et régime 31. Je vous les avais évoqués tout à l'heure. J'ai juste un doute sur le régime 19, parce que normalement, ça devrait y être aussi. Je crois que je rajouterai ça, je revérifierai ce point-là. Mais normalement, tout ce qui est en régime 19 doit y figurer également. Mais ce qu'il faut retenir là, à ce niveau-là surtout, c'est que il est possible que vous ayez des transactions dans l'état récapitulatif que vous n'aurez pas déclaré dans l'enquête statistique. Tout ce qui est régime 10 et 20, 25 et 26 ou 31. Comme je disais tout à l'heure, ça ne figurera pas dans vos enquêtes statistiques. En revanche, ça doit figurer dans votre état récapitulatif. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper ce genre de sujet parce que oui, vous allez avoir des écarts entre ces deux déclarations, des écarts de valeur, parce que justement, ce ne sont pas les mêmes opérations qui sont reprises dans l'une ou dans l'autre. Visiblement, ce n'est pas forcément un sujet très simple à suivre. Donc là, la seule recommandation qu'on peut faire, c'est de bien identifier si, là, en 2021, vous avez utilisé un de ces régimes-là. Il y a de fortes chances que vous ayez utilisé ou que vous auriez dû utiliser des régimes 25 et 26 qui correspondent aux corrections. Pareil pour le régime 31, je sais que ça concerne un certain nombre d'entre vous. Donc là, ne soyez pas surpris si vous avez une différence de valeur entre vos états récapitulatifs d'un côté et vos enquêtes statistiques à l'expédition de l'autre côté. Tout ça pour dire qu'en plus, ça va justifier un certain nombre d'écarts avec vos déclarations CA3, évidemment. OK. Le contenu. Le contenu est un peu plus limité que le contenu de l'enquête statistique. Ah oui, l'enquête statistique, je n'ai pas précisé tout à l'heure. Mais l'enquête statistique reprend les mêmes champs que la DEB. Hein. J'ai juste insisté sur les champs qui, eux, évoluent. Hein, je l'avais dit très, très brièvement tout à l'heure, je crois, mais votre enquête statistique ressemblera exactement à ce que vous connaissez dans la DEB actuelle. L'état récapitulatif, lui, comporte beaucoup moins de colonnes, beaucoup moins d'informations. Évidemment, le numéro de TVA du vendeur ou de l'expéditeur, ça c'est bon, voilà, c'est assez logique. Pour les ventes, le numéro de TVA de l'acquéreur. Pour les transferts, ça sera le numéro de TVA, enfin votre numéro de TVA en tant qu'expéditeur, mais dans le pays de destination. Donc ça veut dire que si vous êtes français, vous transférez votre propre marchandise dans un stock qui se trouve en Allemagne, vous mettrez votre numéro de TVA français comme expéditeur et se posera la question de votre numéro de TVA dans le pays de destination sera votre numéro allemand. OK. Pour les stocks en consignation, pour ceux qui utilisent la simplification, vous savez qu'une des conditions pour utiliser la simplification, qui vous évite une immatriculation dans le pays du stock, c'est qu'au moment où la marchandise, le stock, part de France, vous savez d'ores et déjà qui sera l'acquéreur de ce stock. Donc, vous connaissez son numéro de TVA.
Donc là, vous devrez indiquer ce numéro de TVA avec les régimes 10 et 20. Comme je vous disais tout à l'heure, là, je viens de parler que de numéro de TVA du destinataire. C'est parce que, comme je l'avais précisé en introduction, l'état récapitulatif a une vocation fiscale. On contrôle, on vérifie les montants que vous déclarez pour des livraisons vers un client ou vers un numéro de TVA. Donc du coup, l'information suivante, évidemment, c'est les montants. Et s'il y a des divergences entre ce que vous déclarez et ce que déclare votre client à l'arrivée, ou vous-même à l'arrivée, c'est là qu'il y aura un problème et c'est là que, normalement, les administrations fiscales identifieront des écarts et seront amenées à poser des questions dans le pays d'arrivée, normalement. Donc méfiez-vous également, enfin méfiez-vous. Dites-vous bien que vos fournisseurs qui envoient de la marchandise vers la France, que vous déclarez comme des acquisitions intracommunautaires, eux déposent des états récapitulatifs dans leur pays qui vous identifient, vous, comme destinataire, avec une certaine valeur. Ça me permet de reboucler avec un concept assez simple, mais j'ai eu deux sujets la semaine dernière avec des montants significatifs. Soyez toujours vigilants avec le numéro de TVA que vos fournisseurs utilisent. Si vous êtes français et que vous avez des opérations dans d'autres États membres de l'Union européenne et que vous demandez notamment à recevoir de la marchandise ailleurs qu'en France, veillez bien à ce que ce ne soit pas votre numéro de TVA français qui soit utilisé, mais bien le numéro de TVA dans le pays d'arrivée de la marchandise. Hein. L'exemple que je pourrais prendre, c'est que vous commandez un fournisseur belge, non, un fournisseur néerlandais, vous lui donnez votre numéro français, mais vous lui demandez de livrer en Espagne. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire simplifiée, et ça peut passer, soit vous avez un numéro de TVA espagnol, et il faut absolument veiller à ce que votre fournisseur utilise votre numéro de TVA espagnol et pas votre numéro français. Sinon, lui, il va déclarer un mouvement vers votre numéro français, et si vous déclarez ça en Espagne, il y aura, comme on dit, un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'en France, il y aura une information manquante aux yeux de l'administration fiscale française. Bon, je rentre pas plus dans le détail, mais c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire de faire bien attention au numéro de TVA que vous utilisez dans vos transactions. Et alors, le montant total des livraisons ou le montant total des régularisations. Là, je passe parce que sinon on pourrait y passer une demi-journée en entier. Mais les régularisations apparaîtront dans vos états récapitulatifs, comme ils étaient déjà censés apparaître dans vos DEB, dans les régimes 25 et 26. Les modalités déclaratives. Alors, c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu. C'est toujours sur le portail DebWeb, pas de souci. Donc facile d'accès. Théoriquement, non, ça va avoir lieu, mais les modalités pratiques pour l'instant sont encore à valider. Mais il y aura un remplissage automatique de votre état récapitulatif si vous déposez des enquêtes statistiques à l'expédition. Alors, les modalités pratiques, on ne sait pas si ça sera un bouton, si c'est une option dans votre profil ou autre. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas la réponse à cette partie-là, ça va être à suivre. Par contre, le vrai point d'attention, c'est que tout ce qui n'est pas à déclarer dans l'enquête statistique ne se retrouvera pas dans votre état récapitulatif. Donc tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai dit que toutes les expéditions en régime 10, 20, 25, 26 et 31 n'ont pas à figurer dans l'enquête statistique. Donc forcément, ça ne pourra pas être pré-rempli dans vos états récapitulatifs. Hein, donc, si vous exercez ce genre d'opération, l'état récapitulatif ne va pas se remplir juste avec un clic-bouton. Il va falloir quand même ajouter des informations qui ne seront pas pré-saisies dans cet état récapitulatif. Et est-ce que les intros sont concernés par l'état récapitulatif? Non, comme je disais en introduction, ça ne concerne que les livraisons intracommunautaires, pas les introductions. Voilà. Donc, ça va se faire automatiquement. Enfin, je veux dire, ce qui est injecté dans l'état récapitulatif, ça se fait automatiquement. Ils ne prennent que ce qui les concerne, en fait. Exactement. Okay. Il y a juste les informations de l'enquête statistique expédition qui pourront être transposées dans l'état récapitulatif.
et uniquement les opérations qui figurent, comme je disais, qui figurent dans l'enquête statistique, c'est-à-dire ça n'est qu'une partie des opérations concernées. Il faudra rajouter manuellement, entre guillemets, quand je dis manuellement, c'est-à-dire qu'il faut prévoir d'aller chercher l'information pour tout ce qui est régime 10, 20, 25, 26 et 31. OK. Un autre point, mais là on va faire le parallèle avec la DES, la Déclaration européenne des services. L'information est collectée par la Direction générale des douanes et des droits indirects, donc les douanes, mais elle est destinée à la Direction générale des finances publiques. Ça veut dire que si vous avez la moindre question par rapport à votre état récapitulatif, ce n'est pas l'administration des douanes qui est compétente pour vous répondre, c'est directement votre service des impôts des entreprises ou IFU. Bon, il risque d'être un peu, voilà, ça risque d'être un peu compliqué pour vous répondre de manière approfondie au début. Hein, on n'a aucune idée du niveau de compétences et de formation des SIE, notamment territoriaux, mais c'est eux qui seront compétents. Alors, on a fini avec cette partie présentation théorique, on est resté dans le cadre d'une heure. On vous a mis un certain nombre de liens, notamment la page ProDouane sur laquelle vous allez retrouver un certain nombre, d'ailleurs quasiment toutes les informations qui sont là, mais notamment la note de référence MEBI 2022 pour ceux qui étaient accoutumés, ça remplace la circulaire DEB qui était publiée chaque année par l'administration des douanes. Donc l'année dernière, ça avait été publié le 5 janvier. Cette année, alors elle est datée de fin 2021, mais on y a eu accès il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous invite vraiment à aller regarder pour la bonne et simple raison que ça reprend l'intégralité de ce qu'il faut faire pour déposer correctement une enquête statistique et 99% du texte correspond à ce qui était à faire pour les déclarations d'échange de biens. Donc, si vous n'utilisiez pas déjà cet outil-là, faites-le, téléchargez et récupérez cette note de référence, cette circulaire. C'est vraiment l'outil de base pour traiter vos, alors j'allais dire vos DEB, non, vos enquêtes statistiques, faut s'y faire, ou Intrastat, ou MEBI. Chacun verra ce qu'il préfère comme terme. Mais c'est ce qu'il y a de plus détaillé et de plus didactique en même temps pour répondre à toutes vos questions opérationnelles en matière d'enquête statistique. Notamment tous les régimes particuliers, les régularisations, toutes ces choses-là. Tout ça est vraiment détaillé de manière assez simple à comprendre en fait. Vous retrouverez également dans cette note de référence des tableaux avec tous les régimes, avec toutes les natures. Vous retrouvez un certain nombre d'exemples, notamment pour les nouvelles natures. Vous verrez qu'il y a un petit peu plus de développement que ce que j'ai pu indiquer ici. Mais ici, là, on fait une présentation, on essaye un peu de dégrossir le sujet et puis de vous dire quels sont les points d'attention. Mais cette note va vous permettre de rentrer dans le détail. Un certain nombre d'autres textes plus, on va dire, j'allais dire plus light, pas très correct de dire ça comme ça, mais qui restent un petit peu plus en surface, mais qui peuvent éventuellement vous aider, notamment la présentation des changements fonctionnels d'EB Web pour ceux qui utilisent, qui ont des systèmes d'information un peu poussés et qui automatisent un maximum cette déclaration, ces déclarations. C'est un outil une présentation qui vous servira vraiment à regarder dans le détail comment ça fonctionne avec le site. J'en ai fini avec ma partie. Vous avez mes coordonnées ici dans la présentation. Cela dit, je vous encourage vivement à passer aussi par vos correspondants de Bretagne Commerce International parce que la relation se fait beaucoup comme ça. On travaille vraiment main dans la main avec BCI
Et c'est important que eux puissent vous suivre et puissent voir quel genre de questions, quel genre de difficultés vous rencontrez, parce que ça permet aussi d'adapter ce genre d'atelier ou des communications qui sont disponibles sur le site de BCI. Donc, Annie, je pense que Oui, on peut passer à, je veux bien, la partie questions. on va reprendre des questions. Il y en a un certain nombre là qui sont tombés effectivement depuis un bon quart d'heure. Alors, je vois ce que j'en étais. Je suis en train de faire pareil, d'essayer d'afficher un peu Les régimes 25 et 26 ne sont plus. Mais nous avons normalement possibilité de fusionner la déclaration statistique. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à lire à comprendre les questions dans leur formulation. J'ai des questions, j'ai des réponses aux questions parfois. Alors, est-il possible de saisir l'enquête statistique en plusieurs fois en la stockant, en la mettant en attente, quoi? Oui, Ouais, oui, normalement, comme c'était déjà le cas pour oui. la DEB. D'accord. Alors, pour être plus clair, l'état récap, ce sont les expéditions de la... Ah oui, mais ça, on a répondu. Si un numéro de TVA est incorrect ou non valide lors de la DEP, sommes-nous alertés? Ben, je pense que c'est le même système qu'avant aussi. Et ça ne va pas marcher si le numéro de TVA n'est pas bon. Ah oui, tout à fait. Ouais, Tout à fait. ça ne change pas. Ça bloquera de la même manière. Dites-vous que les problématiques, en tout cas les contraintes que vous aviez avec la DEB, sont reproduites exactement de la même manière. Moi, j'ai insisté sur ce qui change. Partez du principe que tout le reste est identique. C'est ça, voilà. Voilà. Bon, là, Alors, j'ai une autre question. Alors, si la parenthèse sur les codes a bien été comprise, nous ne pouvons pas livrer les Pays-Bas et facturer un Belge. Ben, si, normalement, mais là, si. Donc, bon, je vais passer toutes les questions en revue, mais il y a des questions alors, qui manquent de précision. On ne peut pas y répondre comme ça, moi, effectivement. il y a une question là que je vois qui est sur Alors, l'origine. c'est bien si vous les voyez, Alexandre. Ouais. Du coup, je les ai affichés. Ça a mis un peu de temps parce qu'il y en a pas mal. Comment procéder lorsqu'on achète des matières premières en France et UE pour transformation dans nos ateliers en France avant vente? Ça veut dire que là, pour revenir à ce qu'on disait sur l'origine préférentielle, là, on va rentrer dans une question douanière. C'est-à-dire, en tant que transformateur, vous prenez, alors, est-ce que vous prenez ou pas la responsabilité de dire que c'est une origine préférentielle française? Et là, il faut se référer à la définition de l'origine préférentielle. S'il y a une transformation substantielle, je ne peux pas me prononcer sans avoir vu le dossier. Voilà, ça c'est histoire de dire voilà, que je prends des pincettes. Mais ça veut dire que il y a 9 chances sur 10 pour que ça prenne une origine préférentielle France. Voilà. Mais c'est une question douanière. Oui, et puis alors la notion d'origine, effectivement, on peut pas la traiter, ici parce que c'est voilà, on se focalise sur la DEB. Particulier. Mais de la même façon, je dis régulièrement, la notion d'origine est tellement importante en commerce international que avant même de se poser la question, certains vont se poser la question parce que maintenant c'est une notion, une information obligatoire dans cette nouvelle enquête statistique. Mais il faut avoir le réflexe de demander à ses fournisseurs systématiquement l'origine des produits qu'ils vous vendent, ou parce que dès lors que vous faites du commerce international, ou parce que vous allez les vendre en l'état, ou parce qu'ils vont entrer dans la fabrication de produits que vous allez exporter. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où vous ne pouvez pas travailler correctement en sécurisant vos échanges si vous n'avez pas la confirmation de l'origine de vos produits et en amont des composants, des ingrédients. Donc voilà, donc ça, on peut vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez aussi demander conseil auprès de la douane un avis sur l'origine. Mais voilà, donc c'est un autre sujet. On a fait régulièrement aussi des webinaires sur l'origine. Alors, on va continuer sur les questions DEB. Comme je ne suis pas douanier, je ne voudrais pas, expert douanier, je veux surtout éviter de dire des énormités. Hein. Juste une chose, quelqu'un demandait si la nature 99 existe encore. Oui, je vous confirme, elle existe encore. J'ai pas précisé toutes les natures, j'ai précisé les principales, parce qu'il y en a quelques-unes qu'on utilise assez peu. Voilà.
Donc, oui, et puis je reprécise, c'était 1 heure pour comprendre les modifications. Alors peut-être ferons-nous un autre webinaire sur enfin, j'ai toujours envie de l'appeler DEB, mais enfin sur l'enquête statistique. Peut-être en ferons-nous un autre dans l'année où on parlera de tout. Mais là, c'était vraiment, l'idée, c'était un focus, 1 heure pour comprendre, sachant que vous êtes confrontés à ça donc le mois prochain, sans balayer tous les aspects effectivement de l'A2B. Mais c'est à réfléchir, on va y réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon, pas de nouveauté sur la DES. Écoutez, a priori, non. La DES, il y aura un webinaire. Pas de changement. Voilà, il y aura un webinaire le 22 février. Donc, vous pouvez regarder sur l'agenda, le calendrier BCI, vous pouvez vous y inscrire. Alors, une question, disparition des seuils à l'expédition et aussi à l'intro pour le volet statistique. Oui, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on est un peu dans l'expectative et qu'on a du mal à anticiper qui va être concerné, pas concerné. En fait, maintenant, c'est les douanes qui décident. Donc, du coup, il n'y a plus de seuil. Et je vous dis, on est le seul pays de l'Union européenne où il n'y a pas de seuil pour la partie statistique. Tous les autres pays ont des seuils variés d'ailleurs. Vous pouvez consulter sur le site de la Commission pour ceux qui sont très curieux. La France est le seul pays où il n'y a plus de... Et c'est cohérent, ça? Comment si c'est un outil effectivement communautaire, comment il se retrouve alors, on va avoir plus de déclarations émanant de la France que dans les autres États membres, du coup, si ce n'est pas homogénéisé au niveau des seuils. C'est étonnant. Oui, alors c'était déjà le cas avant. Hein. Les seuils sont très, très variables d'un État à l'autre. Des pays où le seuil approche le million d'euros, d'autres où on est plus proche des 200 et quelques mille euros. Voilà, c'est très, très aléatoire d'un pays à l'autre. Ah, je suis d'autant plus surprise que s'il s'agit d'un règlement, je crois que des règlements s'appliquaient en l'état. Alors, oui, sauf que ça ne précise pas les seuils de sélection de l'échantillon représentatif. D'accord. Alors, j'ai une question. Si nous n'avons pas l'obligation de déposer une MEBI, doit-on quand même déposer un état récapitulatif lors d'une livraison intracommunautaire? Oui. Il n'y a pas de seuil pour les états récapitulatifs, c'est dès le premier euro. Mais je ne comprends pas. Il peut y avoir le dépôt d'un état récapitulatif sans qu'il y ait un dépôt d'enquête statistique? Tout à fait. J'ai dû louper un truc. Imaginons que jusque-là, vous vendiez uniquement en local, en France. Les douanes ont enregistré qu'en 2021, vous n'avez pas fait de livraison intracommunautaire, le fisc français non plus. Hein. Et imaginons qu'en 2022, vous commencez à faire des livraisons intracommunautaires. Il y a 9,9 chances sur 10 pour que les douanes ne vous envoient pas la lettre avis vous demandant de déposer l'enquête statistique, parce que vous n'avez pas été flagué comme un opérateur faisant des livraisons intracom en 2021. Donc, de grosses chances que vous passiez sous le radar. En revanche, côté enquête statistique, oh là là, je vais y arriver moi aussi un jour, c'est pas facile pour l'instant. Mais côté état récapitulatif, là, vous devez de vous-même, de manière volontaire, sans attendre de sollicitation de la part de l'administration des douanes ou fiscales, vous devez déposer un état récapitulatif dès la première livraison intracommunautaire que vous faites. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein. Je pense que si vous commencez à déposer des états récapitulatifs, il y a de fortes chances qu'on vous demande dans la foulée ou à brève échéance de déposer des enquêtes statistiques. Mais encore une fois, comme on ne maîtrise pas les critères de sélection du fameux échantillon représentatif, c'est très compliqué pour l'instant d'anticiper quelle va être l'attitude de l'administration des douanes sur ce sujet. Alors, bonjour. Alors, les destinataires qui se trouvent dans les DOM-TOM, il n'y a pas de DEB puisque c'est de l'exportation. Oui, là, j'ai répondu, effectivement. Oui. Ouais. Hein, c'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, erreur. Bon, ProDouane, je rappelle, ça n'existe plus. C'est douane, il n'y a plus de ProDouane, c'est douane. Mais bon, c'est sur Soprano, effectivement, les comptes. Tout à fait. Pardon, abus de langage comme quand on parle de DEB. Pareil. Ah oui, peut-être, effectivement, oui. On va y arriver. Est-ce confirmé à partir de quelle date nous pourrons lancer la prochaine déclaration?
Alors, A priori, c'est toujours pas accessible. Alors, personnellement, j'ai pas réessayé ces derniers jours. Là, j'aurais dû, je l'ai pas fait. Avec mes collègues qui sont en charge de gérer cette partie-là. Normalement, elle ne peut pas être encore accessible pour la simple raison que pour l'instant, on vient de déposer la partie décembre 2021. Néanmoins, effectivement, pour des questions plus de formation, de paramétrage, de prendre un peu les choses en main, j'ai bon espoir que ça se fasse, si ce n'est pas déjà le cas, que ça se fasse très rapidement. Oui. Bon, là, je vois, si c'est effectivement le 14, ça me paraît quand même un petit peu juste le 14, si c'est la date à laquelle on doit déposer. Donc, on vous tiendra au courant. Non, ça On vous sera tiendra au courant disponible à ce avant. moment-là. Ouais. Oui, ça sera disponible avant. Enfin, si on fait l'enquête statistique obligatoire. Donc, en intro, de nombreuses entreprises ne saisissent pas de DEB. Elles devront le faire pour l'État stat. Alors, à l'intro, non. Pardon, à l'intro. Oui, parce qu'il y avait le seuil avant. Donc, vous ne le faisiez pas avant. Tout à fait. Tout à fait, mais ça va dépendre, pour l'enquête statistique, ça va vraiment dépendre de ce que vous demande la douane. Mais l'état, juste excusez-moi, l'état récapitulatif, il ne concerne que les expéditions. Oui, là je parlais de l'enquête statistique. Oui, oui d'accord. Donc, oui, donc on est d'accord. D'accord. Oui, c'est ça. Oui, uniquement si elles ont reçu le courrier. Alors, Madame Kanga nous précisait qu'on peut contacter les interlocuteurs auprès de la douane pour pour faire des tests ou ouvrir un ticket d'assistance sur le site des douanes. Donc, ouais, ça veut dire que pour l'instant, ça reste un peu au cas par cas, si j'ai bien suivi. Nous, on n'a pas encore testé cette partie-là, mais le système après remplir les champs pour l'État récap TVA, c'est bien ça? Oui, sauf certains, on l'a évoqué tout à l'heure, les éléments des MEBI. Va pré-remplir les champs pour l'État récap TVA, sauf certains, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, Alexandre, je ne sais plus lequel. Pas 10, 20, 25, 26 pour les régules et 31 pour les triangulaires. Voilà, donc il faudra reprendre, il faudra compléter vous-même. A-t-on l'obligation maintenant qu'il n'y a plus de seuil de déclarer les MEBI et l'état récapitulatif des ventes à distance effectuées qu'à des particuliers, site internet de la même société non concernée auparavant par la DEB. Ah oui. Eh bien, oui, par rapport au seuil, là, effectivement, les ventes à distance, les seuils, alors je ne sais pas si je comprends bien la question, mais les seuils de facturation dans les États membres ayant disparu et étant donné le seuil de 10 000 euros cumulé dans tous les États membres, il y aura effectivement une DEB à faire dans les États membres. Parce que là, je comprends pas. Dans l'État membre d'arrivée, de consommation, oui. Normalement, non. Dans la plupart des États membres, non, il n'y a pas de DEB introduction à déposer, parce que sinon, ça veut dire que si vous souhaitez utiliser le guichet unique, du coup, via le portail français, ça veut dire que vous auriez quand même une obligation d'immatriculation dans le pays de distribution, le pays d'arrivée, uniquement pour la partie intrastat. Ce qui ferait tomber tout l'intérêt de la notion de guichet unique. Donc là, nous, on est en train de valider les quelques pays qu'on n'a pas encore pu voir. On en a encore une dizaine sur lesquels on a des doutes. Mais la plupart des pays de destination ont levé l'obligation de déposer une intrastat introduction dans le pays du client. Ah, d'accord. Heureusement, hein, parce que sinon, ça limitait vraiment l'intérêt du guichet unique. C'est-à-dire qu'on avait le guichet unique côté TVA, mais côté intrastat, on aurait continué à avoir une ribambelle d'immatriculation partout dans l'Europe. Quelqu'un demandait si on peut utiliser le DTI+. Oui, pas de souci.
les modalités sont reconduites normalement à l'identique. Alors, je parcours les autres questions. Et moi aussi, si on a... Quel changement cela entraîne-t-il sur la déclaration de TVA CA3? Ou est-ce un sujet qui sera amorcé dans un second temps? Normalement, il n'y a pas de changement côté CA3 qui soit lié à la réforme de l'enquête statistique et des états récapitulatifs. En revanche, le millésime, puisque c'est comme le bon vin, on parle de millésime pour les déclarations CA3. Le millésime 2022 de la déclaration CA3, donc le modèle, va évoluer, mais il va évoluer par rapport à l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Hein, ça fait l'objet d'un autre atelier, c'était au mois de décembre, si je ne dis pas de bêtises, ou novembre. Fin novembre. En novembre, ouais. Donc je vous confirme qu'il va évoluer, mais ça n'évolue pas en tant que tel à cause de la réforme intrastat. Par contre, oui, je vous confirme que les numéros de ligne vont tous changer dans la première partie. Dans la deuxième, en partie aussi. Hein, toute la partie, vous savez, où vous listez les différentes catégories d'opérations, celles qui sont exonérées, celles qui sont avec TVA, etc., etc. Tout ça va pas mal évoluer. Question pertinente, mais si on est sollicité pour le dépôt d'une enquête statistique, est-ce que c'est obligatoirement pour l'introduction et l'expédition? Excellente question, j'ai pas la réponse à ce jour. Je saurais pas vous dire. J'aurais tendance à dire que oui, mais c'est une très bonne question. Bah, on répond aux deux si on est concerné ou qu'à un si on est concerné qu'à un. Normalement, il me semble que les douanes le précisent, mais là, comme j'ai pas de lettre avis sous les yeux pour revérifier, je voudrais pas dire de bêtises. Mais il me semble que c'est les deux. J'ai le courrier avec le calendrier sous les yeux, c'est le 11 février, la date de dépôt. Okay. D'accord, 11 février. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais 14 en tête. J'imaginais des jours fériés qui n'existent pas. Bah pour le moment, la Saint-Valentin, c'est pas un jour férié. Eh ben, c'est bien dommage. Voilà. Donc, si nous n'avons pas reçu la lettre avis, nous n'avons pas l'état récapitulatif à renseigner. Surtout, vous n'avez pas l'état statistique, a priori, à faire. Du coup, et c'est ce qu'on a dit aussi, si jamais vous n'avez pas d'état statistique à faire, on ne vous sollicite pas pour l'état statistique, mais que vous auriez quand même un état, pardon, si on ne vous sollicite pas pour l'état statistique, parce que vous n'avez pas fait de DEB l'année dernière, mais que, en revanche, à cause, par exemple, des seuils, mais que au 1er janvier, vous en auriez une à faire, et il faut la faire. L'état récapitulatif, je veux dire. Ouais, sur le vocabulaire, alors, juste comme ça, hein, nous, on parle d'intrastat, on ne parle pas d'enquête statistique ou d'EMEBI, parce que c'est un vocabulaire que quasiment personne comprend. On parle d'intrastat, parce que dans tous les pays de l'Union européenne, on appelle ça une déclaration intrastat. Oui, mais la déclaration intrastat, elle concerne les stats douaniers ou les stats fiscaux ou les deux? En fait, c'est ni douanier ni fiscal, c'est de la pure statistique de commerce international. C'est ce qui va aider à renseigner les chiffres du commerce, de la balance du commerce extérieur, par exemple. Alors, vraiment par exemple, il n'y a pas que ça, mais quelqu'un soulevait le fait que ça allait être compliqué de trouver l'origine pour chaque produit et du coup de la déclarer comme il faut. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur, évidemment involontaire à ce niveau-là? Bon, pour mettre les pieds dans le plat, si vous prenez des raccourcis avec l'origine, ça veut dire que vous faussez la statistique du commerce international. C'est peut-être pas un crime de lèse-majesté non plus, mais c'est là-dessus que je vous disais, vous recevrez, si vous êtes pris les doigts dans le pot de confiture, vous recevrez un constat de non-réponse et une amende possible. Alors après, quel est le montant de l'amende? Ça, comme je disais tout à l'heure, je suis pas capable de le préciser à ce stade-là.
Ah oui, alors effectivement, une seule DEB sur 2021, donc en novembre, dépôt en décembre, effectivement, pas reçu de courrier. Oui, ils n'ont peut-être pas eu le temps de répertorier et Oui, je d'envoyer le pense. courrier. Quasi sûr parce que l'échantillon, il a été fait avant. Mais la notion d'échantillon, c'est la douane qui l'emploie, c'est pas vous. Pardon. Le terme échantillon, c'est un terme de la douane. Oui, c'est un Alors, terme douanier, oui. moi, ça m'interpelle, échantillon, parce que un échantillon, c'est quelque chose pour moi qui est un échantillonnage, donc c'est une partie. Or, Oui. normalement, tous ceux qui sont, enfin, ils n'ont pas dans l'idée de faire un échantillonnage. Ils ont quand même idée que tous ceux qui doivent faire une déclaration Astrastat en 2022 la fassent. Je sais pas, c'est étrange, hein, je trouve. Ouais, après la notion d'échantillon, bon, c'est pas très précis comme notion. C'est surtout à partir du moment où tout le monde n'est pas concerné et qu'il n'y a qu'une partie des opérateurs économiques qui sont concernés, on part du principe que c'est un échantillon, parce qu'il n'y a pas tout le monde. Voilà. Je pense que c'est aussi bête que ça. Mais pour que l'échantillon soit représentatif, forcément, ça concerne beaucoup d'entreprises. Donc, le cas de l'entreprise qui ne l'a pas reçu parce qu'ils l'ont fait en fin d'année, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Honnêtement, je pense que vous ne serez pas concerné. Hein. Bon. Si vous n'avez pas reçu de lettre avis, ça veut dire que vous n'avez pas à déposer d'enquête statistique. Ça pose une question de procédure, hein, parce que imaginez que les douanes vous aient référencé, vous ont envoyé un courrier, et pour X raisons, le courrier n'est pas arrivé, parce que c'est pas un recommandé hein, qui vous a envoyé. De mémoire, c'est un courrier papier. Si c'est, je suis en train de revérifier là, mais ouais, non, là, je vais pas pouvoir vérifier, sinon vous allez tout voir. Mais de mémoire, c'est un courrier papier. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas reçu? Du coup, vous déposez rien et on vous tombe dessus derrière en vous disant que vous avez manqué à vos obligations déclaratives. Comment l'administration des douanes peut-elle prouver qu'elle vous a bien notifié votre obligation? Voilà. Donc, Il y avait un courrier et un papier, un courrier postal et un mail. D'accord, vous avez reçu les deux. Bon, le mail, ça va être compliqué de dire que vous l'avez pas reçu. Ça, c'est sûr. Mais bon, la preuve est quand même mince. En termes de notification, c'est un peu light. OK. Je vais refaire un petit tour, mais je crois que globalement, on a répondu aux questions. Il y a des questions qui retombent enfin, mais on y a déjà répondu avant. Quoi qu'il en soit, si nous avons oublié de répondre à certaines questions, si d'autres questions vous viennent à l'esprit, eh bien, vous pouvez nous solliciter. Vous pouvez renvoyer votre question à votre conseillère, donc BCI, qui, voilà, on refera le point avec Alessandre. Si vous avez besoin d'un appui d'un accompagnement plus poussé, eh bien, en matière de TVA ou de DEB, eh bien, vous contactez directement Alexandre Savary. J'ai l'impression que quand même, il y aura des précisions qui finiront, enfin, qui vont continuer à arriver parce que oui. Il semble que l'administration n'est pas non plus complètement tout ficelé ou tout, voilà. Oui. Et je vous dis, hein, surtout télécharger la fameuse circulaire hein, dans les liens qui sont à la fin. Ça répondra à l'écrasante majorité de vos questions en matière d'intrastat. Maintenant, on va parler d'intrastat. Oui, parce qu'elle est facile à consulter. Elle est quand même bien chapitrée, voilà, avec des exemples. Effectivement, c'est un document que moi, personnellement, j'imprime. Hein. Je vais imprimer pour la nouvelle version et auquel je me réfère régulièrement pour des informations précises. Alors, je regarde, est-ce que ce n'est que pour le flux expédition? Voilà, bon. Ce que je vous propose, c'est qu'on refera le point des questions, comme nous l'avons fait pour ensuite du webinaire sur autoliquidation de la TVA.
On va refaire le point sur les questions. On va refaire peut-être d'ici la fin du mois s'il y a des précisions qui nous arrivent de l'administration. Et je vous renverrai, conjointement avec Alexandre, je vous renverrai un petit mémo, très succinctement, des points clés ou des précisions à ce que nous venons de dire et éventuellement des compléments de réponse à celles que nous vous avons déjà apportées à l'instant. Voilà. Eh bien, écoutez, Parfait. Alexandre, merci une nouvelle fois Avec plaisir. de votre éclairage. Et puis, merci à toutes et à tous. Merci de votre confiance. Et puis, juste un petit mot par rapport à des questions qui sont tombées sur éventuellement les codes douaniers ou l'origine. Vous trouverez sur le site de Bretagne Commerce International, dans la rubrique BCI Info, la rubrique technique et réglementaire, les fiches réglementaires. Il y en a une quinzaine, une vingtaine même, me semble-t-il, avec les fondamentaux, dont l'origine, dont la nomenclature douanière, dont aussi les échanges avec les dom-tom. Il y a une fiche qui est consacrée aux échanges avec les dom-tom. Donc, allez-y, consultez, abusez, si vous voulez, de tout ça. C'est à votre disposition. Donc, voilà, nous les élaborons pour vous. Donc, voilà, n'hésitez pas à les consulter. Voilà, merci, bonne fin de journée, bonne semaine à toutes et à tous, et puis à bientôt. Merci beaucoup. Alexandre, merci. Merci beaucoup, très bon après-midi. Merci, au revoir.